L'Iran vient de fermer le détroit d'Ormuz et menace d'incendier tout navire qui tente de passer. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole est désormais bloqué. L'Arabie Saoudite a fermé Ras Tanura, sa plus grande raffinerie. Le Qatar a arrêté la plus grande usine de GNL au monde. Le pétrole explose de plus 9% et le gaz naturel européen explose de plus 50%. Dans le même temps, on a Trump qui nous déclare que la grande vague d'attaques reste à venir. Résultat immédiat, Bitcoin se fait rejeter des 70 000 $ et retombe à 66 000 $ ce matin. Il a effacé complètement son rebond d'hier. Mais voilà ce qui est fascinant. Pendant que les marchés tombe et que le Fear and Greed redescend à 15 en zone d'extrême peur, les institutionnels, eux, ils réaccumulent massivement. Plus 1,1 milliard de dollars d'inflow sur les ETF en 3 jours. Stratégie qui réaccumule plus de 3000 BTC malgré 6,5 milliards de dollars de pertes latentes. Donc Bitcoin reste coincé entre panique géopolitique et accumulation institutionnelle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi est-ce que cette guerre est en train de tout changer et ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que le support des 64 000 $, qui est à mon avis le prochain point vers lequel on se dirige, est-ce qu'il va tenir? Ou alors est-ce qu'on ouvre la porte aux 60 000 pendant que les institutionnels, eux, accumulent massivement? Comme d'habitude dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble, on va faire un tour de toutes les news de l'écosystème et le classique tour du côté des graphes. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news et a priori, il n'y a rien qui arrête MicroStrategy qui dépasse désormais les 720 000 BTC en trésorerie. La firme de Michael Saylor vient de dépenser 204 millions de dollars pour acquérir plus de 3000 BTC supplémentaires. Donc malgré une perte latente de 6,5 milliards de dollars, l'accumulation pendant cette chute a permis à Saylor d'ajouter 80 000 bitcoins tout en augmentant à peine son prix de revient de 74 à 76 000 $. Donc on peut dire ce qu'on veut de stratégie, mais il faut quand même reconnaître que lorsque Bitcoin retournera sur ses sommets, ces gains latents feront taire quand même beaucoup de bouches en l'état actuel. Si on a un retour à la TH, la position affichera un PNL de 36 milliards de dollars. Et stratégie n'est pas le seul à accumuler, on a la société Procap, le fonds d'Anthony Pompliano, qui vient d'acquérir 450 BTC supplémentaires pour 30 millions de dollars, ce qui porte leur réserve à pratiquement 5500 Bitcoins. Donc les institutionnels, ils profitent clairement de ces niveaux de prix justement pour renforcer leur position, et c'est exactement le comportement qu'on observe dans les phases de capitulation de marché. Et l'adoption continue de s'étendre aux institutions financières traditionnelles. On a la coopérative de crédit Saint-Cloud qui est forte de 425 millions de dollars d'actifs, qui vient de lancer un coffre-fort numérique pour permettre justement à ses clients de conserver leur Bitcoin. Donc c'est une coopérative de crédit classique qui offre maintenant la garde de Bitcoin à ses membres. Donc on parle plus d'institutions de proximité, on n'est pas sur des géants comme BlackRock ou comme Morgan Stanley, mais c'est le signe aussi que l'adoption, elle se démocratise vraiment. Du côté d'Ethereum, on a Bitmain qui continue son accumulation massive. La société a acheté la semaine dernière pratiquement 51 000 ETH pour pratiquement 100 millions de dollars. Donc ils détiennent désormais un total de 4,47 millions d'ETH, soit environ 8,8 milliards de dollars. Donc c'est une des plus grosses positions institutionnelles sur ETH. Et pendant que le retail panique, les gros acteurs, ils continuent d'accumuler BTC et Ethereum. Et cette tendance, elle se confirme d'ailleurs sur les flux globaux des ETF. L'accumulation des whales a entraîné des flux entrants de 1 milliard de dollars dans les fonds d'actifs numériques après une série de 5 semaines consécutives de sortie. Donc c'est un retournement significatif qui montre justement que les gros acteurs, ils considèrent ces niveaux de prix comme des opportunités d'achat et pas du tout comme des signaux de fuite. Et les gros acteurs de la finance traditionnelle qui accélèrent toujours plus leur entrée dans la crypto, on a Morgan Stanley qui veut désormais proposer le trading et la garde de Bitcoin à ses clients. Donc pour rappel, Morgan Stanley gère plus de 2000 milliards de dollars d'actifs, donc quand une banque de cette taille passe d'un simple accès via ETF au trading et à la garde directe, c'est quand même un signal fort que l'adoption institutionnelle, elle passe aussi à la vitesse supérieure, surtout du côté des gros. Du côté de la régulation, on a JP Morgan qui apporte une perspective intéressante. Selon la banque, le projet de loi encadrant le marché des cryptos pourrait être adopté d'ici le milieu de l'année, ce qui pourrait déclencher bien évidemment une forte hausse des cours d'ici fin 2026. Le rapport souligne justement que le Bitcoin et le marché dans son ensemble restent dans une fourchette étroite en raison bien évidemment de l'incertitude réglementaire. Mais par contre, une fois approuvé, ce projet, il va favoriser une plus grande participation institutionnelle, il va accélérer la tokenisation et il va stimuler les flux de capitaux. Donc c'est exactement le catalyseur que le marché attend pour sortir un peu de cette phase de consolidation. Du côté macro, on a une bonne nouvelle, on a l'indice PMI manufacturier ISM américain qui s'est établi à 52,4 alors que les prévisions tablaient sur 51,8. Donc un ISM supérieur à 50, ça signifie que l'économie américaine est plutôt en phase d'expansion. Donc c'est un signal positif qui contraste justement avec les craintes de récession qu'on entend un peu partout et notamment les derniers chiffres du PIB qui sont sortis en dessous des attentes. Donc mine de rien, l'économie américaine, elle reste résiliente malgré les vents contraires. Mais attention parce qu'on a les investisseurs institutionnels qui se couvrent quand même massivement contre un risque de crash du marché du crédit. L'open interest sur les options put des grands ETF de crédit américain atteignent un niveau record de 11,5 millions de contrats. Ce volume, il a quand même doublé au cours des 12 derniers mois, donc la vente massive sur le marché du crédit, il pourrait bien en être qu'à ses débuts. Et on a les tarifs de Donald Trump qui sont en train de devenir un vrai désastre parce que quand les tarifs ont été
imposé. Les entreprises ont donc répercuté les coûts directement sur les consommateurs américains. Donc un article à $100 est globalement passé à 135 du jour au lendemain. Les consommateurs, ils ont supporté environ 90% du fardeau. Mais maintenant qu'un tribunal justement a déclaré ces tarifs illégaux, les entreprises y poursuivent le gouvernement pour récupérer ces 175 milliards de dollars. Mais voilà, le problème, ces remboursements, ils vont directement aux entreprises qui ont payé les droits de douane et pas du tout aux consommateurs qui ont réellement payé les prix plus élevés pendant des années. Et il n'existe aucun mécanisme de remboursement pour les acheteurs. Donc les entreprises, elles ont augmenté les prix. Le consommateur a payé 175 milliards de plus. Les tarifs sont jugés illégaux. Les entreprises, du coup, reçoivent un joli chèque de 175 milliards financé par les contribuables. Et les consommateurs, eux, ils vont rien recevoir. Donc les entreprises gagnent 2 fois et les consommateurs payent 2 fois. Et c'est précisément pour ça que les gens sont furieux et on peut les comprendre. Si on passe maintenant au sujet principal du moment, la géopolitique, et là, on est sur du lourd. On a l'Iran qui a officiellement fermé le détroit d'Ormuz et qui prévient que tout navire qui tentera de passer sera incendié. Pour rappel, c'est environ 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole qui passe par ce point stratégique. Donc c'est exactement le scénario de catastrophe qu'on craignait depuis le début des hostilités. Et d'ailleurs, l'Iran est passé aux actes. On a le pétrolier Skylight qui a été attaqué près du détroit d'Ormuz. Conséquence immédiate, on a Maersk, qui est le géant du transport maritime, qui suspend toutes ses expéditions via le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est quand même un signe que la situation est devenue trop dangereuse pour le commerce international. De son côté, on a l'Iran qui répond bien évidemment que les États-Unis sont endettés à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars et assoiffés de pétrole du Moyen-Orient. Donc c'est une guerre de communication qui s'est intensifiée en parallèle du conflit maritime et l'Iran joue clairement la carte de la déstabilisation économique américaine. Et l'escalade continue, on a l'Arabie Saoudite qui a été contrainte de fermer Ras Tanura, qui est sa plus grande raffinerie de pétrole suite justement à une frappe de drone iranien. Pour vous donner un ordre d'idée, Ras Tanura, il traite quand même 555 000 barils de pétrole brut par jour. Donc c'est un coût direct qui est porté à l'infrastructure pétrolienne saoudienne. Et l'impact sur l'économie américaine, il se fait déjà ressentir. On a le prix moyen de l'essence aux États-Unis qui vient de repasser au-dessus des $3 pour la première fois depuis novembre 2025. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz et les infrastructures saoudiennes qui sont touchées, il faut s'attendre à ce que ce prix explose dans les prochaines semaines et c'est donc l'inflation directe qui va frapper les consommateurs américains. Et il y a Trump qui ne compte pas s'arrêter là. Il y a le président qui a déclaré sur CNN que la plus grande vague est encore à venir concernant les opérations militaires américaines en Iran. Donc c'est un message clair, les frappes actuelles c'est que le début et il y a une offensive majeure qui se prépare. Par la suite, il a également affirmé que les guerres peuvent être menées indéfiniment grâce au stock de munitions américain qui a un approvisionnement en armes qui est virtuellement illimité. Donc c'est une déclaration qui montre que les États-Unis, ils s'inscrivent dans une logique de conflit qui sera à mon avis plutôt prolongée. Les marchés doivent intégrer que cette situation géopolitique, elle va pas se résoudre en quelques jours. Et les répercussions, elles s'étendent bien au-delà du pétrole. On a le prix du gaz naturel en Europe qui a bondi de plus de 50% après l'arrêt de la production par le Qatar de la plus grande usine de GNL au monde suite à des attaques de drones. Donc le conflit au Moyen-Orient, il impacte maintenant l'approvisionnement énergétique également de l'Europe. Donc c'est quand même une crise énergétique qui se profile à l'échelle mondiale. Et il y a l'Europe qui est maintenant directement impliquée. On a notamment la base navale française d'Abu Dhabi qui a été touchée par des drones iraniens. Bon, heureusement, a priori sans victimes. Et derrière, Macron a annoncé un rehaussement de la posture militaire française dans le Golfe. Donc Paris, Berlin et Londres se disent prêts à des actions défensives pour détruire les capacités de frappe iranienne. Donc c'est plus seulement un conflit US-Iran, c'est un conflit qui implique désormais aussi l'OTAN. Et dans ce contexte, le discours d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire est lourd de sens. Rappeler à tous qu'on peut frapper où on veut et quand on veut, ça lui a donné une certaine prestance. Donc c'est un message envoyé à l'Iran, mais aussi à tous les acteurs de la région. La France est prête à protéger ses intérêts. Et il y a une analyse intéressante sur les motivations profondes de ce conflit. Est-ce que la vraie raison de la guerre en Iran, ça serait pas la Chine? Pékin achète en effet 90% des exportations iraniennes à prix cassé. La Chine avait signé un accord de 25 ans en 2021 qui couvrait l'énergie, les banques, les télécoms et les infrastructures. Donc en frappant l'Iran, les États-Unis coupent un fournisseur stratégique de la Chine. Et chaque dollar dépensé au Moyen-Orient, c'est $1 de moins pour défendre Taïwan. Donc c'est aussi une dimension géopolitique qu'il faut pas sous-estimer. Malgré tout ce chaos géopolitique, on a les marchés hier qui ont créé la surprise avec un retournement qui a été quand même assez spectaculaire. Moi j'avoue que je m'y attendais pas. En 2 heures seulement, c'est plus de 1000 milliards de dollars qui ont été perdus sur l'or et l'argent et 800 milliards qui ont été ajoutés aux cryptos et au marché boursier américain. Donc c'est un réversal massif qui montre que les marchés anticipaient peut-être une résolution plus rapide que prévu du conflit, ou alors c'est simplement un petit short squeeze violent. Mais dans tous les cas, la volatilité a été extrême ces derniers jours et va très certainement le rester ces jours prochains. Et malheureusement, on peut le constater aujourd'hui, on a de nouveau des prix des actifs risk-on qui repartent à la baisse. Mais malgré ce retournement de tendance court terme, notamment sur l'or, la tendance de fond elle reste extrêmement haussière. On a les fonds orifères mondiaux qui ont enregistré plus 6,2 milliards de dollars d'entrée juste la semaine dernière. C'est la 3e semaine consécutive d'afflux. Donc depuis le début de l'année, les fonds or ont attiré quand même 148 milliards de dollars en flux annualisé. Donc les gros détenteurs d'actifs, ils continuent vraiment d'accumuler de l'or comme valeur refuge, même si les prix peuvent justement connaître des corrections assez violentes à court terme. Pour ce qui est des probabilités de baisse de taux, on est en dessous de 2,7% de proba de baisser les taux au prochain FOMC. Pour l'instant, le marché nous pricerait une baisse des taux toujours aux alentours de juillet. Pour ce qui est du calendrier économique cette semaine, demain on a la création d'emplois non agricoles, on a les PMI services, l'indice PMI non facturier de l'ISM et on a les stocks de pétrole brut. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et vendredi, création d'emplois dans le secteur non agricole et taux de chômage. Juste avant d'attaquer la partie analyse, je vous rappelle que sous chacune de nos
vidéo, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Mare of Club. À l'intérieur du club, vous avez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, vous avez le nom des actifs sur lesquels on s'expose, les pourcentages d'allocation, les entrées et les sorties. Vous avez également accès à nos signaux de trading en alpha pour saisir les meilleures opportunités sur le court moyen terme. Si vous avez besoin de faire travailler vos capitaux en automatique, vous pouvez le faire via les robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, Q42 vous permet de rentrer en anticipé sur les nouveaux projets crypto avant leur sortie. On attaque l'analyse avec Bitcoin, beaucoup de volatilité ces derniers jours. Je vous rappelle qu'on était en train de former un espèce de triangle de compression, qu'on avait fake out à la baisse, réintégré, on se fait de nouveau rejeter par la borne haute, rebelote, on revient chercher la zone de support des 64 000 $, on réintègre avec la très bonne ouverture hier, notamment du côté des marchés US, qui a poussé justement le Bitcoin et la crypto vers le haut. Et là, on se fait de nouveau rejeter, notamment avec l'annonce de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et a priori, on serait en train de clôturer au niveau justement de la borne basse, clôturer. La clôture se fera ce soir, mais là pour l'instant, il semble qu'on veuille tenir justement la borne basse de ce triangle. Donc à voir si on va encore avoir de la compression avant une vraie résolution à la hausse ou à la baisse. Personnellement, au vu du contexte géopolitique du moment, je serais quand même assez étonné qu'on ait une clôture à la hausse, ou alors à mon avis, ça serait juste une chasse à la liquidité avant de repartir plus bas. Je pense qu'on va quand même retourner visiter au moins dans un premier temps le support des 60 000 $, à voir un peu justement le comportement et l'éventuelle acceptation du prix dans cet endroit-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'on laisse quand même beaucoup de liquidité. Je vois mal poser un bottom dans ces conditions. Si vous regardez un peu toutes les choses comme les accumulations de Wyckoff, il faudrait peut-être potentiellement une dernière chasse à la liquidité avant de repartir. Et là, pour moi, ça aurait vraiment plus la tête d'un bottom. Après, bien évidemment, je peux me tromper. Belles entrées du côté des ETF sur Bitcoin sur les derniers jours. Hier, on a eu plus 458 millions de dollars, un tout petit inflow. On avait eu de nouveau une journée à plus 500 millions de dollars. Donc c'est le signe que vraiment les institutionnels, ils sont en train de prendre position sur ces niveaux de prix. Désolé les amis, je passe pas sur Ethereum aujourd'hui parce que j'ai un petit bug sur ma chart, donc on passe directement à Solana. Je passe quand même rapidement du côté des ETF. Il y a eu deux belles journées d'inflow à pratiquement plus 157 millions, un outflow avant-hier de 43 millions, et là hier on est revenu sur un inflow de plus 37 millions. Donc il y a moins d'intérêt que sur Bitcoin, mais ça rentre quand même un peu aussi du côté des ETF ETH. Comme je vous le disais, pour venir sur Solana, même chose, on est toujours dans une phase de consolidation. Il y a plutôt un range qui est en train de se dessiner sur Solana entre globalement les 77 $ et les 90 $. Donc bien évidemment, la résolution du triangle de compression de Bitcoin donnera très certainement la direction à prendre sur Sol, sachant qu'il y a quand même pas mal qui rentrent du côté des ETF sur Solana. Si jamais on se met du côté des USD, vous voyez, il y a quand même une belle journée à plus 30 millions, une journée à plus 500K, 1,3 million, 16 millions, 1,3 million. Donc pour le coup, voilà, ça continue de rentrer de manière quand même assez linéaire sur Solana, avec vraiment des pics plutôt à la hausse, mais en tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas vu d'autres flows. Pour ce qui est d'XRP, même chose, on est toujours dans une phase de consolidation, on est bloqué entre la zone de résistance des 1,43 et la zone de support des 1,28 $, et je pense que pareil, de toute façon, c'est vraiment Bitcoin qui va donner la direction sur à peu près tout. Sachant que du côté des ETF pour XRP, vous voyez, on a toujours une belle décélération vraiment au niveau de l'inflow, même si ça rentre un petit peu en valeur USD, il y a quand même hier pratiquement 7 millions de dollars qui sont rentrés, mais on constate qu'il y a quand même voilà vraiment une grosse réduction des amplitudes au niveau de l'inflow et au niveau de l'outflow. Généralement, soit c'est des tout petits, soit ça sort très fort, mais pour le coup voilà, c'est pas non plus exceptionnel pour pouvoir soutenir le prix spot et repartir à la hausse. Dans les commentaires, vous m'avez demandé d'analyser le Tao. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a une crypto que vous voulez que j'analyse en particulier, vous me droppez son nom, mais globalement le Tao pareil, ça consolide entre la zone de support au niveau des 160 $ et la dernière zone de résistance au 217. Pour acter vraiment un retournement de marché court terme, en tout cas, il va falloir prendre le dernier plus haut au niveau des 300 $. Après, on reste dans une dynamique baissière, mais après, on est quand même revenu sur une belle zone de liquidité. On est revenu quand même sur un support extrêmement long terme. Si jamais on est amené à casser, pour moi, la prochaine zone de support évidente, elle est aux alentours des 130 $. Donc, je pense que pour Tao, qui est quand même un super projet, il faudrait mieux que du côté de Bitcoin, une résolution du triangle plutôt à la hausse. Dans les commentaires, vous m'avez également demandé d'analyser le Hondo. Bon, on est toujours sur une belle jambe corrective en ABC. C'est un token qui a vraiment explosé avec la narrative RWA et tout ce truc autour potentiellement de BlackRock. Mais globalement, voilà, on est toujours sous la ligne des 50 au niveau du RSI, donc un momentum toujours baissier. Il n'y a pas de pic de volume significatif. Si on veut intégrer un market structure shift, il va falloir revenir prendre le dernier plus haut au niveau des 46 centimes. De toute façon, c'est un bon projet, encore une fois. Mais déjà, je pense que la tokenomics n'a pas joué en sa faveur. Je crois qu'il y a eu plus de 60% de la supply qui a été libérée en début d'année. Il y a toujours une grosse pression vendeuse, parce qu'il y a des gros VC type Pantera Capital qui sont encore très exposés à ce genre de token et qui continuent de maintenir une pression vendeuse. On est toujours sur une dynamique baissière court terme, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Si on veut commencer à inverser la tendance, bon déjà on a un premier signe de stabilisation, mais il faut casser la zone de résistance des 32 centimes, venir faire un market structure shift et éventuellement acter le retournement. Mais bon voilà, en tout cas il n'y a rien qui nous amène à penser que ça va se faire dans les prochains jours, et encore une fois ça va surtout dépendre de la direction de Bitcoin, mais ça reste une crypto qui vraiment sous-performe en ce moment. Dans les commentaires, vous m'avez également demandé d'analyser le Atom. Donc là on est sur une vue 5 jours, histoire d'avoir la charte un peu plus globale. Donc on voit que c'est un projet qui a très bien performé en 2021, qui a fait des ATH à pratiquement 45 $, mais qui derrière est rentré dans une phase et de capitulation par le prix et derrière de capitulation par le temps. Et en fait, on peut constater que même quand le
marché a été assez haussier, que ce soit fin d'année 2024 ou alors en août 2025, bah finalement Atom il a jamais vraiment repris de traction. Donc ça c'est quand même un signe si vous voulez, moi en tout cas ça fait partie des choses que je regarde. Est-ce que quand le marché pousse, une crypto qui sous-performe aujourd'hui, elle a poussé dans ces phases-là? On peut constater que c'était clairement pas le cas sur Atom. Donc moi pour le coup, et ça c'est une petite dédicace à Liam avec qui je discute en ce moment, c'est que moi pour le coup je préfère aller privilégier pour réaccumuler des tokens qui ont performé quand les conditions de marché étaient bonnes. Donc globalement ça n'a pas du tout été le cas du côté d'Atom. On est sur une tendance classique baissière, enfin on est sur une tendance caractéristique, hein, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. On est en train de voir une potentielle stabilisation là sur la zone de support des 1,80$ globalement. Potentiellement un début de divergence, mais là encore une fois on est sur 5 jours. Si on revient plutôt du côté du weekly, on est toujours très bas au niveau du RSI, hein, bien en dessous des 50, un momentum toujours baissier. Si on veut commencer potentiellement à acter un retournement de marché court terme, il va falloir revenir reprendre le dernier plus haut ici au niveau des 2,60$. On n'y est quand même pas du tout. Derrière pour le coup rien de spécial, hein, très très peu de volume. Donc globalement voilà, moi pour moi c'est une crypto qui va continuer de sous-performer. On est revenu en plus sur des zones de support quand même qui tiennent depuis 2020. Donc pour le coup ça montre encore une fois la sous-performance très long terme de l'actif. Pour moi il y a très peu de traction sur l'écosystème. Le token capture pas en plus de ça la valeur de tout ce qui est écrit dessus. Donc pour le coup pour moi c'est pas du tout un projet que j'ai envie de reprendre au portefeuille. Je pense que c'est un truc qui est plutôt sur une mort lente. Donc voilà, malheureusement techniquement rien de plus à signaler. Plus voilà, il y a eu vraiment des grosses secousses à la baisse, des zones de fair value gap qui ont été créées un peu partout, qui seront d'autant plus de zones de résistance à franchir. Et il y a cette grosse trendline là qui continue de maintenir le prix en dessous. Donc à voir à la limite le comportement quand on arrivera au contact. Mais je pense que ça va continuer malheureusement de sous-performer. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle aussi que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous. C'était JB du Mare of Club. On se retrouve pour une prochaine vidéo et comme d'habitude que les marchés vous soient favorables. À bientôt.